Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Défense. On va parler du récit de la guerre, ou comment cette guerre effectivement est aussi narrative à Gaza et dans d'autres régions. Pour commencer, Océane Nicole, bonsoir. Bonsoir Mathias. Vous allez nous parler justement de ce qui se dit depuis la bande de Gaza et qui n'est pas toujours vérifié. Tout à fait, avec des preuves en chiffres, si on en avait encore besoin. Il y a une ONG israélienne cette semaine qui s'appelle Monitors, qui a publié un bilan qui se veut officiel, entre guillemets, bilan des victimes dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Et vous allez voir sur cette liste, eh bien, il y a 3400 morts qui ont tout simplement disparu de ce bilan. Ils se sont volatilisés. Le Hamas qui a donc supprimé tout simplement ces 3400 décès qui étaient pourtant identifiés dans cette liste. Le Hamas qui falsifie, qui manipule, on le sait, le nombre de victimes. Il assure que depuis le début de la guerre, donc qui a commencé après les massacres du 7 octobre 2023, eh bien 70% des victimes, entre guillemets, ce sont des femmes et des enfants, ce qui est complètement faux. Le problème, c'est que dans la bande de Gaza, c'est difficile d'avoir le réel bilan puisque tout est complètement fermé. On ne peut faire confiance à personne finalement puisque tout est finalement relié au Hamas. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza, c'est pareil, c'est l'organisation terroriste qui dirige dans le territoire palestinien, qui dirige tout ça. Les journalistes, ils sont tous affiliés de près ou de loin à Al Jazeera, donc c'est très compliqué. Il y a aussi l'aide humanitaire qui est là aussi manipulée par le Hamas, qui est pillée même par l'organisation terroriste, alors qu'en 2024, vous allez le voir, par mois, Israël a fait entrer, a acheminé en moyenne 95 890 tonnes d'aide humanitaire dans la bande de Gaza via les points de passage terrestres, les largages aériens et les quais maritimes. Une aide humanitaire qui est destinée à la population civile, mais là encore qui est pillée par le Hamas. Le problème, c'est que ces chiffres, ces données qui sont falsifiées par le Hamas, eh bien malheureusement, la communauté internationale le croit, l'ONU, les Nations Unies en tête. Regardez la déclaration du porte-parole, c'était il y a 2 jours, regardez. Israël affirme qu'il reste suffisamment de nourriture livrée à Gaza pendant le cessez-le-feu. Quelle est la réponse de l'ONU à cela? Je suis désolé, mais pour l'ONU, c'est ridicule. Nous sommes à la toute fin des approvisionnements humanitaires. Donc cette accusation selon laquelle le Hamas aurait pris de l'aide des ONG de l'ONU est-elle fausse? L'ONU a assuré une chaîne de contrôle et une très bonne chaîne de contrôle sur toute l'aide qu'elle a fournie. Merci Océane. Alors je vous pose la question justement, Dor Shachar, merci d'être avec nous. D'abord vous signez ce livre depuis Khan Younes vers Tel Aviv pour l'instant en hébreu qui sortira bientôt en anglais. C'est votre histoire, vous êtes né à Khan Younes et vous vivez aujourd'hui dans la banlieue de Tel Aviv. Est-ce que l'histoire du récit, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir, vous la croyez, vous la comprenez? En fait, tout ce qui se dit de Gaza doit être transformé, c'est ça? D'abord, ce qui se passe à Gaza, c'est le meilleur spectacle du monde pour que l'armée arrête la guerre et sorte de Gaza. Et ça, il ne faut surtout pas que ça ait lieu. Et il faudrait bien comprendre une chose. Ça n'est pas la première fois qu'on a manifester les bons citoyens. Il n'y a pas de bons citoyens, c'est tous des membres du Hamas. Par exemple, à l'hôpital Shifa. Eh bien, quand l'armée est arrivée, il y avait une infirmière au milieu de l'hôpital a dit « Le Hamas a pris les médicaments, le Hamas a pris le carburant, on n'a plus rien à l'hôpital ». L'armée est entrée à l'hôpital et nos otages étaient à l'hôpital Shifa. En dessous de l'hôpital, il y avait tout ce qu'il fallait dans les tunnels. À Rafah, quand l'armée devait y rentrer, là aussi, ils ont manifesté contre le Hamas en disant que le Hamas est cruel. L'armée est arrivée à Rafah, et où était Yahya Sinwar? À Rafah. Et il a été liquidé à Rafah, parce que là, il n'y a pas d'innocents. Et ce que nous voyons, c'est du spectacle. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, quand tous sont entrés, le 7 octobre, c'est pas seulement le Hamas. Israël doit bien comprendre. C'est le Hamas, le djihad islamique, Izzadine el-Qassam, l'OLP, le Waqf, le Tanzim. Tout, c'est ça Gaza. Et je peux vous dire qu'à Gaza, il n'y a pas d'habitants, il y a des terroristes. Voilà. C'est votre point de vue aujourd'hui, Dor Shachar, mais j'aimerais comprendre. Lorsque Mohsab Youssef
qui est le fils de l'un des fondateurs du Hamas, en Judée-Samarie. Lorsque vous parlez, vous racontez ce que vous avez vécu en tant qu'adolescent, en tant que jeune, vous avez côtoyé des grands chefs terroristes. Pour la communauté internationale ou pour l'opinion publique, vous êtes des collaborateurs d'Israël. Est-ce que vous arrivez à comprendre cette qualification? Ceux qui peuvent se permettre de dire ça, ce n'est que les musulmans. Ceux qui croient au Coran, ceux qui croient en Mohamed peut dire des choses pareilles. Et le peuple juif a commencé à comprendre. Les Américains moins, parce qu'ils disent, quand on voit des films, quand je montre des films où je raconte ce que j'ai appris à Gaza, on me dit, oui, t'es un juif yéménite et t'es là pour soutenir les Palestiniens. C'est comme si on était des menteurs, des faux. Mais c'est là la vérité. C'est vrai qu'ils éduquent les enfants là-bas à tuer des juifs. C'est leur chose la plus importante au nom d'Allah et de Mohamed, c'est tuer des juifs. C'est leur plus grande mitzvah. Et qu'ils reprennent la terre de leur grand-père. Et si vous tuez des juifs, vous aurez 72 vierges et vous aurez le paradis et le monde de l'au-delà. Et c'est ça qu'ils disent. Et c'est pas seulement un problème de Gaza. Le problème, c'est vrai pour la Judée et Samarie, pour le Hezbollah, le Liban, la Syrie, le Yémen, et le problème le plus important qui est le nôtre, c'est le Qatar. Le Qatar, c'est la tête de tous les terroristes. J'aimerais comprendre, excusez-moi, j'insiste. Mais dans cette guerre du récit, s'il y en a un qui n'est pas prêt, ad vitam aeternam, à écouter l'autre. Donc en fait, on va dans deux voies parallèles. Il n'y a pas de porte de sortie. Non, non, ils comprennent une seule langue, la force. Il faut utiliser la force, rester à Gaza, reconstruire Gush Katif, Neve Dekalim, pas sortir de Gaza, c'est la seule manière. Pour que le peuple juif continue à exister, nous devons contrôler Gaza. Le désengagement a été une erreur terrible. Les accords d'Oslo, on pensait que ça marcherait. Et ce qu'on a fait avec les Palestiniens, avec les accords d'Oslo, allez, vous allez aller bien comme ça. Qu'est-ce qu'on a reçu en retour? La deuxième intifada, l'explosion d'autobus, les terroristes suicidaires. Il y a eu des engagements, on est sorti de Gaza et qu'est-ce qu'on a reçu? Des tirs de Qassam. Ça sert à rien, ils ne comprennent qu'une langue, celle de la force. Rester à Gaza, ne jamais en ressortir et ne pas dire le problème c'est uniquement le Hamas. Non, ok, allez, le Hamas dégage, disons. Et alors, on aura le djihad islamite, Izad el-Qassam, l'OLP, le Fatah, tous c'est la même chose. Ils apprennent tous dans les mêmes livres d'école, ils apprennent tous la même chose. C'est les mêmes enseignants qui continueront à enseigner aux enfants. Quand des gens de Gaza rentraient en Israël pour travailler, et puis il n'y avait pas de contrôle, il y a eu des attentats. Et vous vous souvenez d'Yahya Hayat, l'ingénieur terroriste, il était de la famille. Et mon cousin Ramadan, qui travaillait en Israël, le faisait passer de Khan Younes à Rafia, on les a poursuivis. Yahya Hayat s'est enfui, s'est caché à Ramallah, qui l'a attrapé. Son boss qui travaille ici en Israël et qui lui a dit quoi? T'accueilles des terroristes? Et ce qu'on a vu sur l'écran, non, il m'a pris de force, il m'a dit que si j'essayais, si je ne le protégerais pas, il me tuerait. Tout ça, c'est du cinéma. Mais regardez les images, c'est du cinéma. Et qu'est-ce que vous voyez là? 300 400? Ces terroristes, on les a vus quand ils sont rentrés le 7 octobre en Israël et qu'ils ont tué, brûlé, violé, enlevé. Et nos otages, on les a vus encerclés de ces gens-là qui ont failli les lyncher. Merci, Dor Shachar de Khan Younes à Tel Aviv. On espère qu'il y a un éditeur qui nous écoute et qui pourra être traduit en français parce que ça a le mérite d'être lu. Merci à vous d'avoir été avec nous, Dor Shachar. Merci beaucoup. Et ça sortira en magasin. Pour l'instant, on peut le trouver sur le site dorshachar.com. Merci, ça a été dit. Merci. On continue à parler de la guerre du récit, ou comment justement le Hamas s'est infiltré aux USA, surtout. Nous avons pu visionner le film Octobre 8, c'est une production américaine. Regardez un premier extrait et on parle à la réalisatrice juste après.
The second day of the war, we got nearly 200 journalists from all over the world, and we just opened the gate. Wars today are not only in battlefields, but also on different media outlets, on the internet. It's a very challenging war, the war of the narrative, and sometimes even the war over truth. I thought about General Eisenhower that come to the death camp in Europe, and the first thing that he said is, bring the press. It's charred, and where it's not, there are bullet holes. When you actually see the level of devastation, I don't know how to unsee it. It was meant to cause the maximum amount of fear and suffering in a population of people who have inherited some of the worst generational trauma you can imagine. It's all stories that we've heard and grew up on, except this time around they were also videotaped. Et nous avons le plaisir d'avoir la réalisatrice justement de ce documentaire, Wendy Sachs. Merci Sachs, merci d'avoir été répondu à nos questions. J'avoue que j'ai regardé ce documentaire d'1h30. J'ai été étonné, j'ai été en colère. J'ai été aussi informé de ce qui a pu se passer aux États-Unis. Mais la première impression que j'ai, c'est qu'en fait tout était programmé à l'avance. Ce qu'on a découvert dans ce documentaire que j'ai dirigé octobre 8, c'est que les étudiants pour la justice en Palestine, les étudiants sur les campus à travers les États-Unis, n'est pas comme n'importe quel groupe d'étudiants. Ce n'est pas des étudiants qui se battent pour le changement climatique, la liberté ou tout ce type d'organisation sur les campus. C'est un groupe qui a été financé par le Hamas, un groupe qui est connecté à d'autres organisations qui reçoivent leurs messages, leur iconographie, leurs ordres de marche du Hamas Amérique et qui remonte jusqu'au Hamas au Proche-Orient. Et ce que nous voyons et nous montrons, c'est que le Hamas a planifié sur le long terme. Ils ont infiltré les universités américaines, les institutions des médias depuis des décennies. Et après le 7 octobre, ils avaient la boîte à outils qui était prête dans toutes les universités d'Amérique avec des messages, avec des graphiques, des images pour les médias sociaux. Et ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils étaient prêts, c'était sophistiqué, financé. Et dès le 7 octobre, sur les campus, on a vu le Hamas Amérique, guidé par d'autres organisations comme les Frères musulmans et les Américains musulmans en Palestine, etc., ont été actifs sur les campus et ont lancé cette campagne. Lorsque je dis que tout était préparé, j'avais l'impression, quand je vois votre documentaire, d'abord bravo pour le travail réalisé, c'est que j'ai l'impression de revivre la deuxième intifada. C'est-à-dire, Ariel Sharon va sur le mont du Temple et d'un coup d'un seul, il y a une étincelle. Et on sait aujourd'hui que l'étincelle était surfaite. C'est exactement ce que je ressens dans votre documentaire. C'est tout à fait vrai. Ce qui est frustrant et ce qui a été lancé depuis des décennies en Amérique, sur les campus, dans les facultés, dans les études du Proche-Orient et des humanités, c'est une idéologie qui est basé sur l'antisionisme. Et ce qui est frappant dans ce film, c'est comment l'antisionisme a déguisé l'antisémitisme. L'antisémitisme évolue au fil des générations, nous le savons. Et ce qui est invraisemblable, c'est cette obsession irrationnelle, fanatique de la haine d'Israël. Ce qui rend Israël la proie parmi les nations. Et on entend des étudiants dans les collèges qui viennent des membres de la faculté elle-même, de leurs professeurs, cette idée que pour détruire Israël, c'est détruire l'Occident. Et nous avons en fait une gauche très extrême en Amérique qui est obsédée par le marxisme, le fascisme et le djihadisme. C'est une espèce de hiatus bizarre. Et c'est ça qui
a explosé sur les campus et c'est vraiment une explosion anti-occidentale, une ferveur antidémocratique et la célébration du Hamas comme des combattants de la liberté et non pas des terroristes. Wendy, restez avec nous s'il vous plaît, parce que j'ai demandé aussi à Shani Guidalia de pouvoir nous parler d'un homme en particulier, Mahmoud Khalil. Il défraye la chronique parce qu'il est actuellement arrêté par les autorités israéliennes. Shani, c'est qui Mahmoud Khalil? Oui, tout à fait. C'est Mahmoud Khalil qui avait organisé les manifestations étudiantes à l'université de Columbia qui avait dégénéré en manifestation antisémite. Et le 8 mars, Mahmoud Khalil a donc été arrêté à son domicile par les autorités fédérales de l'immigration. Il est depuis détenu en Louisiane et il est accusé de soutien au Hamas. Alors c'est important de préciser que dans son cas, il est détenteur d'une carte verte, donc il est considéré comme résident légal et c'est ce qui complique cette affaire. On rappelle aussi que l'administration Trump avait pris la décision de révoquer les visas des étudiants étrangers qui ont participé à ces manifestations. Cette décision concerne plus de 300 étudiants étrangers pour stopper la vague d'antisémitisme dans le pays, principalement sur les campus universitaires. Dans le cas où il n'aurait plus de visa, il pourrait être menacé d'expulsion. Et dans le cas de Mahmoud Khalil, c'est différent. Il aurait trompé les services de l'immigration en niant son soutien à une organisation terroriste quand il a demandé son visa. Si c'est le cas, à ce moment-là, il pourrait être expulsé directement du territoire américain. Là où ça se complique, c'est qu'au milieu de toute cette polémique, eh bien, il a obtenu le soutien des démocrates. Les démocrates qui le défendent en se concentrant uniquement sur son droit à rester aux États-Unis, comme quoi ça relève de la liberté d'expression et ça le protège. Il est protégé par le premier amendement, mais ils ne prennent pas en compte sa rhétorique pro-Hamas et donc une possible affiliation à une organisation terroriste. Il faut aussi dire que si le discours de Mahmoud Khalil relève d'un soutien au Hamas, il ne s'agit pas simplement de liberté d'expression, mais on parlerait à ce moment-là d'une incitation à la violence. Et enfin, il faut dire que le débat autour de Mahmoud Khalil n'est pas un cas isolé, puisque partout aux États-Unis, on constate en ce moment une augmentation du nombre de personnes qui utilisent les plateformes universitaires pour exprimer leurs opinions extrémistes. Merci Shani. Alors on s'est posé la question de savoir comment justement ce mouvement est arrivé aux États-Unis. Deuxième extrait et élément de réponse avec cet extrait du documentaire Octobre 8. Back in 93, a meeting took place in a hotel in Philadelphia. 25 leaders of Hamas in America, we're talking about very senior people, met and discussed strategy. This meeting was monitored by the FBI. The main thing they discussed was how to present what Hamas was doing and make it palatable to Americans. And so in a very efficient, very precise way, they said, okay, with audience so and so when we meet with progressives, we're going to frame it in the terms of apartheid and racial oppression. What we're seeing today is the realization and the implementation of that strategy. Wendy Sachs, qui a laissé ces hommes, ces terroristes du Hamas, s'implanter aux États-Unis? Vous savez, en 1993, lorsque le FBI a fait cette étude, le Hamas n'était pas considéré comme une organisation terroriste aux États-Unis. Mais ils étaient ici et ils s'étaient déjà activés. Et ils étaient tellement sophistiqués et stratégiques qu'ils ont su pénétrer le public américain. Quand vous voyez les gens de gauche qui parlent et qui utilisent des messages en accusant
d'Israël d'être un État d'apartheid, d'être un régime colonialiste. Et Laurence, en fait, qui parlait aussi de la même manière comment le Hamas, il sait envoyer des messages aussi vers la droite en Israël pour leur parler en termes de patriotisme et de pères fondateurs. Ils savent exactement comment parler à chaque public. Et ça a duré des décennies. Et c'est pourquoi que ça a touché tellement de gens dans notre vidéo. Ils savent que ce n'est pas nouveau parce qu'ils ont travaillé sur le long terme. Ils sont là depuis longtemps sur les campus. Ils ont infiltré les médias, les ONG avec leurs messages et leur propagande. Et ensuite, après le 7 octobre, on a vu tout exploser sur les campus. Ils étaient prêts à se lancer. Ils avaient vraiment toute une boîte à outils de messages du Hamas qui circulaient sur les campus des collèges américains dès le 8 octobre, avec l'iconographie donc du triangle inversé, donc pour viser les soldats israéliens par le Hamas. Et donc, ce triangle renversé a été peint sur la statue de Benjamin Franklin à l'université de Pennsylvania, et ça a été vu partout en Amérique, sur les synagogues, sur les autobus scolaires et sur tous les campus. Je vous propose, Wendy, de regarder un troisième extrait. Moi, c'est celui qui m'a fait le plus froid dans le dos, parce qu'en fait, en quelque sorte, vous allez le voir, c'est là où on comprend véritablement que l'antisionisme est une sorte d'antisémitisme caché. Regardez ce troisième extrait. When anti-Zionism becomes the defining feature of a society, what happens to Jews, practically? And here, the record is clear. As soon as anti-Zionism became the ideology of the Arab world in the 30s and 40s and 50s, no Jews were left. And you are talking about Jewish communities that predated the Arab and Muslim conquests of North Africa and the Levant and the Middle East. And the mechanism is always the same. They say we have nothing against Jews. It's not about Jews. It's only Zionists. But then they blame Jews for harboring Zionist sympathies. And then they turn on the Jews, and the Jews understand, and they leave. And the same thing that we're seeing right now on American campuses. When anti-Zionism begins to become a dominant feature of campus ideology, of academic ideology, the environment turns hostile to Jewish life. We have Zionists who have entered the camp. We are going to create a human chain. So that we can start to push them out of the camp. One step forward. Another step forward. They're turning the campus into what they're calling a Gaza solidarity encampment. J'ai même du mal à réagir quand j'entends ces paroles. On a l'impression véritablement que c'est ça, la guerre cognitive. C'est-à-dire une population totalement lobotomisée. Wendy Sachs. Écoutez, je pense que la propagande des réseaux sociaux, ce que les jeunes entendent dans les classes et dans leurs programmes scolaires, ça a été vraiment détourné dans les consciences des jeunes en Amérique. Et je dirais aussi que beaucoup de ces gens pensent qu'ils sont du bon côté de la cause. Ce sont des combattants de la justice sociale, et donc toute cette idée de l'intersectionnalité. Si vous soutenez les droits LGBTQ et vous défendez la planète pour la sauver du changement climatique, et donc vous êtes en même temps avec la cause palestinienne. Mais en fait, c'est être pro-Hamas sur les campus. Ils ne comprennent pas ce qu'ils soutiennent. Certains commencent à comprendre. Certains comprennent et sont simplement haineux obsessivement d'Israël et viennent de l'antisémitisme. Mais beaucoup d'autres jeunes qui pensent qu'ils font la bonne chose avec ces occupations sur les campus. Depuis le printemps dernier, j'étais là-bas, j'ai parlé avec des étudiants. Alors Wendy,
ils ne sont pas tous des haineux d'Israël, ils ne sont pas tous antisémites, mais ils pensent qu'ils défendent la bonne cause. Mais malheureusement, la propagande a vraiment pénétré, et a explosé et a détourné les esprits des jeunes. Ça sera ma dernière question, Wendy Sachs. Je ne peux m'empêcher de voir votre Magen David. Et lorsque dans le documentaire que vous signez, que vous réalisez, vous dites en quelque sorte que cette Magen David est considérée par ces manifestants comme une arme de guerre. Comment en est-on arrivé là en 2025 aux États-Unis? C'est exactement de quoi parle ce film. Comment on est arrivé au fait que le Hamas est considéré comme combattant de liberté et non pas des terroristes dans les plus grandes institutions de l'élite américaine. J'ai porté mon Magen David pendant le tournage. Je ne l'ai pas porté, maintenant je le porte. Mais en fait, l'idée que l'étoile de David ait été cooptée et que le sionisme soit considéré, que l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est cette dernière mutation, c'est évident. Il y a une controverse en Israël, en Amérique, on peut être antisioniste et non pas antisémite. Ça a changé. On voit parfaitement aujourd'hui que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, point final. Merci infiniment, Wendy Sachs, d'avoir répondu à mes questions. Je sais combien votre emploi du temps est extrêmement serré. Je vous souhaite de réussir et véritablement que ce documentaire soit vu par tous et toutes. Merci à vous infiniment d'avoir répondu à mes questions. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur i24 News.